Donc j'ai le sentiment d'être un petit peu une étrangère dans votre milieu. Ah non. Il y a quelques visages familiers, mais très peu. Donc moi je viens d'en face, l'IRTES, qui est l'Institut de recherche régional en travail, pas de recherche, justement. L'Institut régional du travail éducatif et social, qui est un lieu de formation. Voilà, on fait la formation, on forme les travailleurs sociaux sur 14-15 diplômes du travail social. Le développement actuel des écoles en travail social tend à aller vers des hautes écoles en travail social, donc avec un développement de la mission de recherche, en sachant que le travail social n'a pas de recherche propre. On est rattaché aux différentes UFR en fac, enfin psychologie, sociologie, pour les principaux droits et ainsi de suite. Voilà, et donc il y a une évolution de la recherche dans notre secteur qui est toute nouvelle. Donc on se cherche un petit peu sur ces questions de recherche. Voilà, donc actuellement à l'IRTES, donc on a ce projet de développement et des profils. On a certains formateurs qui sont doctorants ou docteurs en sociologie, enfin dans différentes disciplines. Donc on a un petit potentiel de recherche. Et on travaille à développer des partenariats, en particulier avec l'espace éthique. Voilà, alors moi, pour faire rapide, moi j'ai engagé un doctorat de philosophie sur une question éthique qui est en cours, qui avance. Je suis allée l'an dernier au Québec, à Sherbrooke, faire une intervention dans le cadre, un colloque médical sur la question de l'intime, hein, dans la relation d'aide. Voilà, il y aura une parution au mois d'avril, je crois, sur ce colloque. Et puis j'ai participé en juin dernier à la conférence européenne sur le travail social qui s'appelait « Faire bouger les lignes ». Tout ça pour vous dire que, ce que je veux juste vous dire, c'est que dans ces lieux-là, dans ce lieu-là en particulier, qui est un lieu du travail social emblématique, les deux grandes thématiques des contributions au mois de juin, c'était l'éthique et la participation des personnes. Donc on est dans un phénomène de mode, enfin au-delà du phénomène de mode, j'espère, mais dans un mouvement assez profond. Bon, j'espère que ça va marcher. Sur la question de l'éthique et de la participation. Voilà, donc je m'inscris bien dans cette dynamique-là. Donc, l'éthique dans l'action sociale, elle s'est développée sur le même modèle que dans le secteur médical, c'est-à-dire il y a une proximité entre les deux secteurs. Je m'en beaucoup de les personnes, pour faire rapide, les personnes sont en situation de handicap, de pauvreté, donc d'exclusion, hein, les personnes qui sont accompagnées par le travail social, et elles ont des vulnérabilités spécifiques. Je fais le parallèle avec le secteur médical, puisqu'on est dans le secteur médico-social, qui est un secteur d'intervention commune. Donc on a une mission de soins, de care. On travaille avec la dépendance des personnes. Les personnes sont dépendantes par rapport à notre action. Et on accueille les personnes dans un hébergement qui peut être un hébergement pérenne, permanent. Avec trois différences tout de même entre le travail social et le médical, c'est que, alors je pense que c'est une différence, oui, c'est que dans le travail social on a une prise en charge, ce terme est dépassé mais je ne vais pas développer, une prise en charge globale de la personne. On va travailler sur toutes les dimensions de la personne, sur les dimensions matérielles, financières, professionnelles, médicales, et ainsi de suite. Dans une prise en charge de longue durée et sur des missions d'éducation et d'étayage social.
et sur un hébergement à long terme. Donc les personnes les personnes qui relèvent de la prise en charge, comme pour le milieu médical, relèvent d'une contrainte. Soit une contrainte liée à la maladie, on vient se faire soigner, c'est par contrainte, c'est pas un choix facile, c'est pas un choix. Soit comme un besoin, une contrainte liée à un besoin matériel, psychologique, de protection ou autre. Donc ça contraint les personnes à recourir à une aide à propos de leur maladie, de leur handicap, de leur errance, de leur pauvreté. Mais dans notre secteur, il existe également une contrainte qui s'exerce malgré la personne, sans son assentiment, et parfois contre sa volonté. Vous connaissez ces questions en psychiatrie, par exemple, mais nous, s'y rajoute l'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, et ainsi de suite. Donc il est donc nécessaire, impératif, de se prémunir, de se garantir du fait que notre action puisse potentiellement être préjudiciable aux personnes. Donc il nous faut penser l'éthique comme relevant du cadre de l'agir professionnel. Ce qui caractérise notre approche de l'éthique, c'est, dans le travail social, mais c'est vrai aussi, je pense, en médecine, c'est qu'elle s'inscrit dans une morale humaniste, qu'elle s'inscrit dans une déontique, je reviendrai sur ce terme, et qu'elle développe une approche normative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, approche humaniste? Je passe très vite, hein. C'est une approche intrinsèquement liée à la relation d'aide, qui prescrit le respect de la personne et l'aide et la protection. Sur la question déontique, on est dans des dispositifs, comme pour la médecine, dans lesquels on va développer des comités d'éthique, et ainsi de suite, que vous connaissez bien, tout un dispositif de production d'avis d'éthique, de production de position éthique des professionnels. Et la troisième dimension, ce sont des dispositifs ces dispositifs éthiques visent à produire des règles dans une approche normative, professionnelle. Donc pour la médecine comme pour le travail social, on est, je pense, dans des logiques qui sont des logiques déontologiques plus que des logiques éthiques, c'est-à-dire qu'elles vont réfléchir sur l'éthique dans l'agir professionnel. Qu'est-ce qui, dans notre agir professionnel, peut potentiellement être dangereux, préjudiciable aux personnes? La question que je me pose, et c'est la question qui est le départ de ma recherche, c'est qu'en est-il de la dimension éthique des personnes qu'on accompagne? C'est-à-dire que notre approche de l'éthique semblerait impliquer que seuls les professionnels ont une vie éthique ou des préoccupations éthiques. C'est pas vrai, les personnes en tant qu'êtres humains ont une dimension éthique. Qu'en est-il de cette dimension et qu'en est-il surtout de l'accompagnement que nous pouvons avoir à cette dimension auprès des personnes? Puisque la plupart du temps nous les accompagnons sur des dimensions matérielles, sanitaires, professionnelles, administratives, culturelles, mais très rarement on se soucie de cette question. Voilà. Donc je voudrais prendre le temps de développer un petit peu l'approche philosophique de cette question d'éthique, puisque c'est mon choix théorique, mais c'est vrai que ce mot éthique dans notre secteur, et je pense dans le secteur médical aussi, renvoie beaucoup à l'approche juridique, renvoie beaucoup à l'approche normative, mais fait beaucoup moins souvent référence à une approche philosophique. Donc par rapport à la définition qui a été donnée ce matin, d'adopter les meilleures conduites, il y a quelque chose d'autre qui est profondément
le sens philosophique de l'éthique, c'est quelque chose qui est plus sur le développement de la personne. Et on pourrait repartir à partir d'Aristote, de Spinoza et de Ricoeur, hein, dans cette filiation, qui se préoccupe de la vie bonne pour soi, puisque l'éthique, de façon centrale, c'est la question centrale de l'éthique, quelle est la vie bonne pour moi? Et dans le travail social et en médecine, on se préoccupe de quels sont les choix bons pour autrui. Mais cette question de la vie bonne pour soi, de mon point de vue, doit reprendre une place dans notre accompagnement. Donc voilà, je m'appuierai, enfin je pourrais développer sur Ricoeur, mais on n'a pas le temps. Donc, ce qui est intéressant chez Ricoeur, c'est qu'il replace dans son triangle éthique je, tu et nous, c'est-à-dire la vie bonne pour soi, vous connaissez, hein, et pour autrui dans des institutions justes. Voilà. Ce qui signifie, et c'est ce qui m'intéresse chez Ricoeur aussi, qu'il est indispensable de centrer cette éthique sur la question de la liberté et sur la capacité à se concevoir soi-même comme libre, à concevoir l'autre comme libre, et à penser le pouvoir d'agir dans les institutions. Et ça, enfin, je pense que c'est vraiment l'état des lieux, le contexte de notre intervention qu'il faut déployer dans toutes ces dimensions. Donc l'enjeu pour chacun, c'est de déployer ses propres finalités. Or, les personnes qu'on accompagne dans le travail social, en particulier, présentent des troubles, comme on a vu ce matin. Enfin, la question de qu'est-ce que c'est que la conscience est vraiment problématique pour nous, puisque l'accès au langage peut être difficile, donc l'exercice du choix peut être rendu difficile, et la constitution d'un soi, la constitution d'une conscience de soi réflexive. Tout ça est problématique. Donc la question de l'éthique doit se préoccuper de cette émergence, cette possibilité d'un accompagnement d'une vie éthique de personnes pour qui, a priori, la réflexivité est difficile, ou empêchée, ou non, pas présente. Donc ma question initiale, la question que je me pose actuellement, enfin initiale, sur laquelle j'ai basé tout le reste, c'est l'accès à une vie éthique n'est-elle possible que dans le cadre d'une conscience de soi réflexive? Et voilà, on verra après à quelles conditions on peut accompagner une vie éthique sans cette conscience de soi réflexive. Alors, dans cette approche de l'éthique, de l'accompagnement éthique des personnes, il faut être très prudent pour ne pas risquer d'être ni dans le trop ni dans le trop peu. Le trop qui serait un risque d'ingérence, hein, on peut facilement prendre l'ascendant sur les personnes. Quand on travaille avec des personnes en situation de difficulté, elles sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de nous et se vivent, se ressentent comme dans un surplomb, enfin, comme dépendantes, et sont très souvent très influençables. Et le deuxième risque, donc le premier risque est un risque de trop, j'ai des exemples, mais comme je vois que le temps passe, je ne vais pas les développer. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Donc le trop peu serait une absence de prise en compte de cette dimension. Et là encore, c'est des choses qu'on voit dans notre secteur, hein. La fragilité des personnes fait qu'on développe autour d'elles une protection très forte, voire une surprotection. Et cette surprotection crée, au fil du temps, de la prise en charge, ce que j'appelle un déficit acquis, des déficits acquis, c'est-à-dire une absence de développement de certaines capacités, et en particulier des capacités d'adaptation, et en particulier de la dimension éthique de la réflexion, de la pensée, c'est-à-dire, par exemple, sur la conscience de la mort. On va protéger les enfants
handicapés encore plus de l'idée de la mort, de leurs parents, et on va les protéger même adultes. On va les conserver dans une certaine minorité, dans un statut d'enfant pendant très longtemps. Et cette idée-là va être complètement occultée de l'accompagnement qu'on peut faire avec eux, parce qu'ils sont déjà tellement, enfin, ils sont déjà dans une situation plus difficile. Donc pourquoi les reconfronter encore plus à des choses difficiles pour nous, qui sont difficiles pour nous, si on peut leur économiser? C'est un petit peu la pensée qu'on avait auparavant. Mais en faisant ça, on leur dénie une dimension d'humanité fondamentale, c'est-à-dire ce doute sur ce que nous sommes, ce doute humain qui donne pleinement notre dimension éthique et philosophique. Si on les amène à en faire l'économie, on appauvrit grandement leur être au monde. Voilà, donc ces questions-là sont compliquées, puisque comment ne pas aller dans l'un sans risquer l'autre, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'était pour poser le cadre d'une recherche qui est dans ses débuts. Et cette recherche, elle s'articule autour de deux dimensions. Peut-être je commence par l'approche philosophique. J'ai commencé une thèse, un travail de thèse sur ces questions éthiques. Et ce travail a pour ambition d'explorer cette question, d'explorer la relation d'aide et d'explorer la dimension de relation qu'il peut y avoir dans le portage de la vie, enfin, pas le portage justement, dans l'accompagnement de la vie éthique des personnes. Voilà. Quelle place la relation peut prendre dans cet accompagnement? En sachant que cette place, elle s'inscrit entre un souci d'individuation, permettre à la personne de se révéler, de se déployer pleinement dans ce qu'elle est, ce que j'appelle l'ingenium, et le croisement avec les influences extérieures. Donc ça, pour tout être humain, on est dans cette constitution. L'individuation, c'est un jeu entre ce développement de ce qu'on est et l'interaction avec l'extérieur. Sauf que quand on accompagne des personnes, cette relation, ce jeu peut être... voilà, le jeu d'influence peut intervenir dans cette relation, et du coup, c'est sur cette dimension que je veux réfléchir. Voilà. Sur les ateliers d'éthique, donc c'est pour ça que j'étais rentrée en contact avec l'espace éthique, sur la possibilité de mettre en place dans les institutions du travail social des espaces pour les personnes accompagnées, qui soient des espaces d'échange, des espaces de discussion, des lieux de discussion. Mais ces lieux de discussion ont pour ambition de créer un espace de réflexion éthique pour les personnes, de manière à leur permettre de développer cette capacité à se situer sur leur choix propre. Le parti pris, c'est de dire cette réflexion et ce dialogue pourraient permettre aux personnes de développer leur pouvoir d'agir, leur capacité à intervenir dans les décisions qui les concernent. Voilà, donc c'est tout ce dispositif qui est en maturation, qui est en germe, sur lequel on a déposé une demande de financement au mois de juin à la FIRA, qui est une fédération de recherche pour le handicap, et pour lequel on n'a pas eu le financement cette année, mais on est fortement encouragé à le déposer pour l'an prochain, avec, je pense, une bonne chance de l'obtenir. Et en sachant que, comme je vous disais, à l'IRTES, on n'a pas l'expérience de la recherche comme vous pouvez l'avoir dans vos dispositifs, donc on tâtonne et on bricole un petit peu sur cette construction de la recherche de financement. Donc voilà. Et puis cette recherche est vraiment dans ses prémices, donc on n'a pas tous les partenaires encore. Je ne peux pas vous présenter les partenaires.
Et puisqu'on ne les a pas, enfin on en a certains, mais... Et il y a une chose très importante aussi, c'est que je dois continuer à développer la dimension méthodologique, puisque c'est une partie importante, et pour l'instant, j'avais avancé sur ma thèse, parce que c'était quelque chose qui était un peu plus personnel, donc j'avançais tout de suite, et là, je suis obligée d'aller vers quelque chose de plus disciplinaire et de plus structuré, donc je suis en train de travailler toutes ces dimensions-là. Voilà, excusez-moi s'il y a eu quelques confusions, mais j'ai essayé d'être la plus claire possible et la plus synthétique possible.